Donc moi, c'est Samy, Data Engineer chez Artefact. Aujourd'hui, le but de ce talk, ça va être de parler de l'adoption de DBT et comment la simplifier dans vos équipes. Donc, rapidement... Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. Rapidement, le contexte client. Donc, le contexte client, on était donc dans une boîte marketing qui était spécialisée pour l'expérience shopper. Plus particulièrement, on était dans l'équipe analytics. Donc, il y avait une vingtaine de data analysts, dont le principal cœur de métier était donc du coup le dashboarding et l'analyse de campagne. Pour faire ces analyses de campagne, ils s'appuyaient sur une dizaine de terras de données, de la donnée structurée. En parallèle de ça, il y avait une migration. Donc, ils partaient de SAS pour aller vers du Python. Tout ça était ensuite exécuté sur du Snowflake, donc on verra ça juste après. Les queries sur Snowflake étaient sauvegardées dans les worksheets et elles étaient exécutées directement depuis l'interface web. On pourra voir ça juste après. Pour le scheduling, il y avait deux écoles. Il y avait les schedule tasks de Snowflake, qui est un outil assez pratique. Pour les plus anciens, il y avait un reminder sur Calendar de lancer la requête. Chacun fait son avis sur ça. Donc, on s'est dit, parfait, on rentre dans l'écosystème Python, on a des data analysts, on est sur Snowflake, c'est l'environnement parfait pour DBT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase, DBT, c'est simple, tu vas voir, tu prends ton SQL, tu enlèves la table, tu mets ref, ça fonctionne. C'était pas comme ça, malheureusement. Le premier, c'était plus propre au contexte client, mais aussi au métier des data analysts, c'est qu'il y avait un changement de paradigme. Donc, comme on l'a vu avant, on développait sur Snowflake, sur les worksheets. Maintenant, on demande aux gens de développer sur un IDE. C'est un changement de paradigme pour les data analysts. Ensuite, ils sauvegardaient les requêtes sur Snowflake, donc sur les worksheets. Maintenant, on est sur un IDE, on veut utiliser Git. C'est un autre outil à apprendre. On exécute les requêtes sur Snowflake directement. Maintenant, il faut exécuter les commandes DBT dans le terminal. Il faut avoir un terminal. Pas de scheduling. Maintenant, du coup, il faut avoir une plateforme qui permet de scheduler les requêtes. Donc, tout ça, c'est des changements qu'on n'avait pas pris en compte au début. Pour le deuxième, ça, c'était plus pour le fait que l'équipe plateforme était composée de 2 personnes. Donc, il fallait qu'on puisse facilement scaler à des dizaines de projets. On a vu qu'il y avait 20 data analysts, tout en gardant une codebase qui soit à peu près saine et qui soit homogène. Pour le contexte, on avait un monorepo. On avait choisi d'avoir plusieurs projets DBT. Et comme on n'était que 2, on était dans la mentalité, tu fais ton projet DBT, tu le lances. Le troisième, ça va être plutôt l'industrialisation des projets. Donc, je pense qu'on va refaire un peu l'état de vie d'un projet DBT. Vous avez sûrement vu, au début, on fait un DBT init. On a un dossier avec un projet. J'ai caché les autres dossiers, mais on a un projet.yaml et on a un dossier avec des modèles. C'est très bien. Je peux lancer ma première requête. Mince. Les data engineers, ils ont été chiants. Ils ont dit, on ne peut pas lancer avec nos propres credentials. On va mettre des service accounts. Il faut mettre un profil.yaml. Maintenant, je peux lancer ma requête? Non. Il y a des naming conventions, il y a des choses à respecter qui sont propres au projet. Donc, j'ai mes macros. Bon, je peux enfin lancer mes requêtes. On est sur DBT, je fais mon modèle 1, modèle 2. Je mets tout dans le dossier modèle. On se retrouve avec 100 modèles, c'est illisible. Bon, on met des dossiers. RAW et exposition, pourquoi pas? Il faut que ce soit clair. Et ainsi de suite. Il fallait le scheduler. On était sur Kubernetes. Donc, il faut les manifestes Kubernetes. Et il faut ensuite toute la CI/CD qui est associée avec pour faire les déploiements des modèles. Donc, on se rend compte qu'entre le simple DBT init et lancer DBT en production, il y a quand même beaucoup d'étapes, sachant que les équipes ne maîtrisaient pas Git, la CI/CD, et qui ne développaient pas sur un IDE. Beaucoup de choses à assimiler pour juste DBT. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est simplifier le plus possible l'adoption de DBT, et on a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées. Avant l'automatisation, on s'est dit, documentation, si on documente, ça va être simple. Donc, on a fait un document sur les standards de l'entreprise. Ce document, qu'est-ce qu'il reprenait? Il reprenait, par exemple, les accès sur les environnements, les packages DBT qui étaient recommandés ou qu'on autorisait, les naming conventions, les noms des dossiers, comme on l'a vu juste avant, les tags nécessaires, et ensuite, quand est-ce qu'il faut choisir un modèle qui est incrémental, quand est-ce qu'il faut choisir une vue. Sauf que la documentation, pour que ça marche, il faut que ce soit lu. Ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, on est allé à une étape un peu plus loin et on a créé en fait une petite ligne de commande pour générer directement les projets. Donc, pour ça, c'était une ligne de commande Python qui était dans le monorepo, donc qui était accessible par tout le monde. Et pour faire ça, en fait, on posait plusieurs questions. Et à la fin, ce qu'on avait, c'est on avait donc un dossier DBT avec déjà toute l'architecture qui était déposée, l'authentification parce qu'on demandait les questions avec quel service account. On avait la partie CI/CD parce que quand on est data analyst, on n'est pas forcément au début censé maîtriser la CI/CD. Hop, c'était déployé. Et ensuite, on avait les manifestes Kubernetes
Déjà que Kubernetes, c'est compliqué. Quand on apprend DBT, ça peut être encore plus compliqué. En plus de ça, on a voulu faciliter le plus possible l'adoption. Donc, on a fait la partie pair programming. Ça allait dans les deux sens. On aidait les personnes à créer leur projet DBT. On leur permettait de traduire leurs requêtes SQL. Et pour nous, ça nous permettait d'avoir en fait une feedback loop pour savoir ce qu'on pouvait recommander sur le projet de Generator. Donc, c'était assez rapide, Lightning Talk, comme son nom l'indique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant, ou sinon, on peut voir ça juste après. Je ne sais pas si... Il y a une question juste là-bas. Maintenant que DBT Cloud est en train d'être là de plus en plus et développe de plus en plus de features dessus, est-ce qu'avec le recul, tu aurais conseillé DBT Cloud à ce client ou pas? Attends, je répète la question pour ceux qui sont à distance du coup. Donc la question c'est, avec le recul, est-ce que tu aurais pas plutôt privilégié DBT Cloud, étant donné qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités? C'est bien ça? Alors, du coup, il y avait 20 data analysts. Le pricing, je ne sais pas si vous avez vu, en janvier, il a augmenté. Donc maintenant, c'est 100 $ par développeur par mois, jusqu'à 8 développeurs. On n'avait que 2 plateformes ingénieurs. Donc la boîte n'avait pas non plus énormément de budget. Et donc, 20 comptes DBT Cloud, ça faisait trop pour surtout la stabilité qu'il y avait à l'époque. On ne pensait pas que le coût valait la chandelle, parce que du coup, ça faisait par mois 10 000, 20 000. Donc, ça commençait à faire beaucoup. Donc, on a préféré plutôt faire des économies, faire plus de choses custom. Top. Merci beaucoup, Samy. Et donc maintenant, c'est au tour de Alexis et Louis de nous faire une petite présentation sur l'implémentation de la solution open source sur GCP et aussi sur l'implémentation d'un système complet d'observabilité des pipelines DBT. Du coup, bonsoir. Pareil, nous, on est Louis et Alexis. Donc moi, c'est Alexis, lui, c'est Louis. On est aussi data engineer chez Artefact, extrêmement original. Et merci beaucoup Artefact de nous permettre de manger. Donc, on bosse depuis un an chez un client qui est, pour donner un petit peu de contexte, sommaire du coup, pardon, on parlait du contexte projet, du déploiement de nos serveurs DBT sur nos différents tenants, et puis on fera, Louis fera la partie un peu plus zoom sur les opérations et on parlera un petit peu des takeaways qu'on a à la fin. Donc voilà, contexte projet. Donc c'est un data lab, donc un centre d'excellence, etc., pour lancer des use cases un petit peu ML, AI, etc. Dans un gros retailer chez les Balkans, donc imaginez Carrefour chez les Serbes. C'est à peu près notre client. Ça a commencé il y a un an, en février. Donc c'était un greenfield complet. C'est sur GCP, il y avait vraiment rien. Ils n'avaient jamais touché à Google, ils n'avaient pas de workspace, il n'y avait rien du tout. Donc on a tout setup depuis zéro. Et le but, c'était de supporter 6 use cases avec une équipe plateforme où on était un au début. Donc il y avait un petit peu de travail de setup. Donc le goal de l'équipe, c'est fournir des fondations qui vont un peu sous-tendre la stabilité du lab et permettre à ces 6 équipes de livrer avec confiance, avec vélocité, avec efficacité, plus que ce qu'ils pouvaient faire on-prem avant. Parce que du coup, le but, c'était d'introduire Google à leur organisation. Donc, faut montrer qu'il y a un vrai incrément de valeur là-dedans. Nos responsabilités, c'était fournir des toolkits pour le data processing et l'infrastructure. Guider un petit peu aussi les process techniques et fournir du support pour l'utilisation de ce que nous, on produit. Donner de la visibilité au management sur tout ce qui va être FinOps, parce que quand on fait un go-to-cloud, forcément, il y a beaucoup de questions côté management qui se posent là-dessus, et fournir des fondations techniques pour la data gouv via donc, nos data processing toolkits, etc. Donc notre produit en tant que plateforme team, c'est un truc qu'on appelait le tenant. On se base sur la stack qu'eux avaient déjà, donc en l'occurrence Bitbucket, et on a rajouté nos trucs à nous. Globalement, un tenant, dedans, il y a quoi? Ça correspond à une équipe, un use case, et il y a un repo Bitbucket, un folder GCP avec du coup, des projets dedans, un toolkit qui est centré autour de DBT, et donc beaucoup de Terraform pour déployer tout ça. Le but de nos serveurs DBT, c'était
que chaque équipe ait un point central où ils puissent du coup avoir ce service DBT, ce microservice, où en fait toutes les commandes DBT pourront être lancées. On ne veut pas que les analystes ou les data scientists ils fassent des DBT run locaux parce que c'est des choses qui du coup vont potentiellement modifier la donnée dans des environnements protégés, etc. Donc pas idéal. On voudrait que ce soit low cost et low ops. Surtout parce qu'on était un data engineer. Donc là encore, on ne peut pas non plus supporter 40 personnes. La doc toujours à jour et accessible par les équipes, mais aussi les équipes un peu connexes. Ce dont il va parler, le logging, monitoring, alerting, dans la boîte dès le début, juste facilement configurable pour ces équipes-là. Donc le HLD de l'affaire, donc le High Level Design. Donc là, on parlait de repo tout à l'heure. Donc on a en bleu toute la partie qui va être plutôt axée déploiement et en vert la partie qui va être utilisation. Donc le déploiement que nous on va avoir dans la boîte, c'est une CI/CD qui va déployer le serveur DBT avec du coup tous les modèles qui vont être mis à jour dès que le code est changé en gros, et va aussi publier la documentation sur un serveur qui sera accessible. Pour le cycle de vie un petit peu de cette utilisation, globalement, on veut pouvoir être capable de déclencher des runs via des commandes directes utilisateurs et d'autres services de la plateforme, parce que du coup, c'est un des microservices qu'on fournit, qu'on maintient. Donc, en fait, il faut pouvoir un peu les interconnecter ensemble. On a notre serveur DBT au milieu qui va du coup run des queries sur nos data warehouse. Si on met des technos dessus, ça donne ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui est déployé. On est sur GCP, comme je mentionnais plus tôt. Donc voilà, on a notre CI/CD avec Bitbucket et Cloud Build. Ça nous génère nos documentations qui sont déployées sur App Engine, protégées avec IAP, etc., etc. Et surtout, tous les triggers qu'on met à disposition de nos utilisateurs, qui vont être des analystes, des data scientists, d'autres data engineers. Ça va être des événements sur des buckets Cloud Storage, des cron jobs globalement sur Cloud Scheduler, des triggers depuis des pipelines de ML dans Vertex AI. Donc, on a développé un composant Vertex qui permet de faire ça. Du coup, c'est une API REST. Donc, en fait, on peut juste la curl et lancer des runs comme ça. On a au milieu notre DBT serveur et son API qu'on a mis par-dessus qui est sur Cloud Run. Et du coup, BigQuery qui est notre data warehouse de choix. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la partie serveur du truc. Donc si vous avez des questions maintenant, je peux y répondre à une ou deux, et puis après je passerai la main à Louis pour la partie Ops. Pas de questions? Ok, Louis, à toi. Bonjour à tous. Je vais vous présenter toute la partie logging, monitoring et alerting. Donc on a repéré deux groupes de besoins. Donc le premier pour nous en tant que plateforme engineer, qui va être d'avoir accès à tous les logs utiles pour le support dès qu'une équipe a un problème, de pouvoir garder tous ces logs pour des questions d'audit et de compliance. Enfin, d'avoir à disposition une plateforme centralisée pour pouvoir suivre toute notre data plateforme. Et enfin, d'avoir des notifications en cas d'échec, soit du déploiement et surtout des runs en production. Pour les use cases, ils ont besoin de pouvoir monitorer rapidement leur data pipeline et leur data quality et d'avoir facilement accès à leurs informations de debugging et aussi d'avoir des notifications en cas d'échec. Sachant que dans nos utilisateurs, on va avoir des data scientists et des data analysts, donc des gens qui n'ont pas très envie d'aller voir des logs dans Cloud Logging ou dans BigQuery. Donc ça, c'est notre high-level design. Donc en fait, on va avoir notre DBT server qui va publier des logs dans un outil de monitoring et d'alerting qui va pouvoir être utilisé dans du dashboarding et dans de la notification. On revoit le schéma d'Alexis tout à l'heure. Donc on a rajouté la partie high-level design. Bref, on a un zoom dessus. Voilà. Donc on va avoir notre Cloud Run qui va produire des logs. Donc en fait, ça va être des logs au format JSON de DBT en level debug, exactement, qui va être récupéré par un sync et forwardé à BigQuery, donc pour pouvoir avoir du storage et facilement pouvoir être requêté par notre dashboard. Aussi, on va avoir une log-based métrique. Donc là, dès qu'il va y avoir des logs d'erreur, il y a une alerte qui va être envoyée à Google Chat. Pourquoi Google Chat? Tout simplement parce que c'est la seule chose dont on avait accès chez ce client. Donc là, on va avoir un exemple de dashboard
Donc, c'est quelque chose qu'on a fait assez rapidement. Le but, c'était que les data analysts puissent rapidement voir l'état de leur run passé. Donc, on peut voir qu'on peut sélectionner le modèle. On a un run cost moyen par modèle sélectionné, enfin, un run cost calculé, le nombre de data processés et le nombre d'euros qui ont été ajoutés à la table. Il peut avoir tout leur log et voir ce qui s'est mal passé et les exceptions ici. Alors, quels sont nos takeaways sur tout ce qu'on a déployé? Le premier, c'est qu'on va avoir un coût qui est proche de 0, en excluant BigQuery, évidemment, grâce à Cloud Run qui est totalement serverless. On a développé ça très très vite. C'était seulement quelques jours pour la solution complète. Donc, ça nous a permis de donner accès à toutes nos équipes à un cluster DBT rapidement. Et enfin, l'API REST, c'est très pratique parce que ça peut s'étendre très facilement et donc communiquer avec tous les services qui peuvent apparaître dans nos besoins. Dans, on peut dire, les problèmes ou les limitations qu'on a vues, c'est que c'est une boîte noire. Donc, nos utilisateurs ne comprennent pas forcément comment c'est déployé et comment l'utiliser. Donc, on a besoin de documenter. Et enfin, les packages DBT externes, ça génère des logs qui ne sont pas les mêmes que ceux de DBT. Et donc, en fait, ça peut casser, on va dire, notre ingestion dans BigQuery. Donc, on pourrait avoir besoin de changer notre schéma à la main. Donc, c'est pas très intéressant. Et enfin, notre dashboard, il est fait dans Looker Studio. Et Looker Studio, il n'y a pas d'API. Donc, on ne peut pas vraiment le roll out de façon programmatique. Donc, on est obligé de dupliquer notre dashboard pour chaque use case. On n'a que 6, donc ça va. Mais si on avait plus, ce serait un petit peu embêtant. Si vous avez des questions sur cette partie ou la partie d'Alexis, n'hésitez pas. Toujours intéressant de faire une petite excursion dans le cerveau des data engineers. Alors maintenant, on a Henri Michel qui va nous parler. Tiens, bah, je vais te laisser introduire directement parce que ça apporte peu de valeur. Allez, bonsoir à tous. Ok, c'est bon. Ok, je suis Henri Michel Kouassi. Henri Michel Kouassi, Data Engineer chez Artefact. Je vais vous parler d'un use case spécifique avec DBT qu'on a eu à faire chez un de nos clients de la pharmaceutique qui traite du reverse ETL avec DBT. Donc, je vais vous présenter rapidement le contexte et parler de pourquoi nous avons eu besoin de ce reverse ETL. Et on va terminer dans le dur avec l'implémentation. Alors, pour un peu de contexte, on a passé les 10 derniers mois chez un client de la pharmaceutique pour lui mettre en place toute une nouvelle Customer Data Platform. En gros, une Customer Data Platform, c'est un ensemble d'outils qui ont pour but de collecter de la donnée client de diverses sources, les unifier et avoir un profil unique, en gros, qui nous permet d'avoir une vue 360 de ce client-là. Et dès qu'on a ce profil unifié, on peut activer maintenant des use case marketing, par exemple de l'emailing, de la targeting ou des phone calls ou de l'analyse des données classiques. Donc, en gros, une Customer Data Platform CDP, c'est une data platform, en gros, des fonctions de collecte, de stockage de données, de traitement, plus des fonctions marketing telles l'emailing et j'en passe. Alors, la stack que nous avons utilisée pour ce projet, c'est nous avons utilisé Segment, en gros, pour la partie collecte de données, unification des profils CDP. Ensuite, le couple Snowflake DBT pour la partie stockage et transformation de la donnée. Et pour terminer, AWS Datadog pour la partie compute et observabilité. Alors, pendant cette mission, nous avons traité plusieurs use cases. Ce soir, nous allons juste faire un focus sur la partie du reverse ETL. Déjà, avant de parler de reverse ETL, on va essayer de revenir à l'ELT. Bon, maintenant, c'est ELT plus ETL. En gros, l'ELT consiste à extraire la donnée, c'est-à-dire que je collecte la donnée de diverses sources, je l'envoie vers un data warehouse. Ensuite, j'applique de la transformation avec des outils comme DBT. Le reverse ETL, lui, c'est de plutôt récupérer cette donnée transformée dans mon data warehouse et le renvoyer vers d'autres services pour des utilisations diverses. Pourquoi? Bonne question. Et du coup, par exemple, imaginez que dans votre data warehouse, vous avez calculé pour chacun de vos clients un score sur leur propension à acheter, par exemple, des articles. Donc, une belle idée sera de, par exemple, renvoyer cette donnée-là dans votre
Customer Data Platform pour les applications marketing, par exemple une campagne marketing, une promotion pour comment dirais-je, les clients qui ont la plus forte propension à acheter. Voilà. C'est à ce niveau-là que le reverse ETL est assez utile. Donc, pourquoi nous avons mis comment avons-nous mis en place en fait ce reverse ETL en utilisant la Modern Data Stack? Déjà, nous avions une architecture qui se présentait ainsi. On avait Segment qui était en charge de la partie collecte, extraction, unification des profils. Nous avions configuré Segment de telle sorte que toute la donnée dans Segment soit automatiquement répliquée dans Snowflake. Et dès que la donnée arrive dans Snowflake, DBT était en charge de toute la partie consommation de la donnée. Et là, est survenu un use case business qui avait pour but de renvoyer certaines transformations faites par DBT dans notre CDP, dans Segment pour des applications marketing. Il y a comme use case, c'était par exemple la donnée sur la proportion d'un utilisateur, d'un professionnel de santé à prescrire ou recommander un médicament. Très intéressant pour créer des segments marketing. Donc, DBT nous permettait en fait de faire de la modélisation, faire des transformations, aussi gérer la partie data quality avec toute la plénitude de tests qu'on pouvait faire. Et nous avons utilisé DBT pour renvoyer cette donnée transformée-là directement dans Segment. Comment on le fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans Snowflake, c'est une data platform assez intéressante. Je vous laisse aller lire un peu la documentation. Il y a assez de features intéressantes. Dans Snowflake, tout en SQL. Et il y a avec du code SQL, il est possible d'exporter la donnée d'une table directement d'un fichier vers un bucket S3. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a packagé en fait ce code SQL dans une macro DBT. Et du coup, donc, de façon centralisée, à la fin de nos diverses transformations avec DBT, on a la possibilité d'exporter cette donnée-là avec cette macro custom DBT dans bucket S3. Et ce bucket S3, il y avait une souscription avec une fonction lambda qui nous permettait de renvoyer directement la donnée via Segment et la donnée est donc disponible pour des diverses applications marketing. Hop. Du coup, pour les points à retenir pour cette implémentation du reverse ETL avec DBT, c'est déjà la rapidité. Parce que je pense qu'on a mis en place en fait le pipeline complet du prototypage jusqu'à la mise en production en moins de 3 mois avec le reverse ETL, toutes les features. Et aussi, au départ, on se posait la question de rajouter un outil spécifique pour la partie reverse ETL. On s'est rendu compte que juste avec DBT, on n'avait pas besoin de rajouter une nouvelle brique à notre infrastructure. Du coup, ça faisait voilà, tout le monde était vraiment heureux parce que ça fait un outil au moins dans la stack et c'est beaucoup moins de run. Et le dernier point, c'est vraiment la flexibilité de DBT, surtout avec la fonctionnalité de macro qui nous permettent en fait de pousser en fait, de faire des use cases beaucoup plus poussés que de la modélisation. Et je pense que c'est ce qui fait que DBT est un élément indispensable de la Modern Data Stack. Merci. Question? Moi, j'ai une petite question. Est-ce que justement le use case de reverse ETL n'était pas simplifié par le fait que la destination, c'était Segment, qui est plutôt une destination assez bien intégrée pour recevoir des données? Si tu devais l'envoyer dans Salesforce, par exemple. Pas vraiment, parce que, en fait, la vraie fonctionnalité qui nous permettait de faire ce reverse ETL avec DBT, c'était plutôt la feature de Snowflake qui nous permettait d'exporter de la donnée vers un bucket S3. Et en fait, du coup, tu pourrais exposer une fonction lambda qui implémentait en fait l'API de ta destination. Nous, dans notre cas, on avait implémenté une lambda qui avait implémenté l'API Segment. Donc, en gros, s'il y avait du Salesforce, on allait faire pareil. Donc, et aussi, Segment est aussi assez intéressant parce que dès que tu renvoies la donnée dans Segment, vu que tu as d'autres destinations, tu peux aussi propager la donnée vers Salesforce. Bonsoir. Du coup, j'ai une petite question qui fait le lien entre vous deux, parce que du coup, on a la chance d'avoir quelqu'un de Airbyte aussi. Et on parlait de segments de reverse ETL. Et du coup, on parlait tout à l'heure que Airbyte, c'était principalement pour faire de l'extraction. Mais je crois aussi qu'on envisage peut-être de l'utiliser en reverse ETL, ou on peut déjà l'utiliser, je pense. Mais c'est peut-être aussi... Voilà. Est-ce qu'on peut envisager de l'utiliser ou pas? C'est plus une question, du coup, pour toi. Mais je suis désolé. Alors, théoriquement, si votre destination existe dans Airbyte, oui, mais
il n'y a pas beaucoup de les principales destinations qu'on a chez Airbyte pour l'instant, c'est les data warehouse, dans leur grande majorité. En termes de features officielles de Reversitiel, ce n'est pas quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est plutôt pour l'année prochaine. Mais des use cases, comme tu viens d'expliquer, peuvent être faits voilà, avec un peu plus de, je pense, de technique, mais ça se tente. Ok, merci beaucoup Henri Michel. Du coup, on va passer sur donc la dernière partie. Et donc là, c'est Philippine et Mike de Aircall qui vont nous présenter Looker, comment ils s'intègrent dans la moderne data stack, ou en tout cas leur moderne data stack, et surtout aussi comment ils l'utilisent concrètement chez Looker. Chez Aircall, pardon. Pas encore. Bonjour à tous. Donc, avec Mike aujourd'hui, on va vous parler du coup de la stratégie de visualisation qu'on a choisie chez Aircall, donc avec Looker. Donc, je m'appelle Philippine. Ça fait 1 an que je travaille avec Mike dans l'équipe Product Analytics chez Aircall. Et de mon côté, Mike, je suis là aussi depuis à peu près 1 an dans l'équipe Product Analytics. On est scindé du coup en différentes sous-équipes au sein de l'équipe data, et typiquement en Product Data Analytics. On va travailler main dans la main avec nos Product Managers sur toutes les questions liées justement à la data et s'assurer qu'on développe toujours le produit d'une manière data-driven. Aujourd'hui, de quoi on va parler? D'abord un peu d'Aircall. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous présenter un peu notre positionnement. On va vous présenter notre moderne data stack, les différents choix qu'on a pu faire. Ensuite, on va aller dans le dur, on va aller un peu plus côté Looker, bien que, et vous le verrez, le but étant de rendre la donnée la plus accessible possible. On essaiera de le faire aussi à travers cette présentation. Donc, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, Aircall, c'est un outil de téléphonie qui est basé dans le cloud. Concrètement, ça simplifie la vie des call centers, puisque Aircall s'intègre à tous leurs outils en interne, tels que des CRM comme Salesforce ou HubSpot, des helpdesk ou des outils de productivité comme Slack. Les principaux points forts d'Aircall, donc c'est dans un premier temps, c'est facile à installer et à configurer. Comme je viens de vous le dire, c'est facile à connecter avec tous les outils en interne. Aujourd'hui, on a plus de 100 intégrations chez Aircall, donc ça fait une vraie force. On a aussi un outil qui permet à nos utilisateurs de mesurer des KPI au niveau individuel ou de leurs équipes, voilà, qui s'appelle Dashboard. Et dans un dernier temps, ça permet d'améliorer drastiquement la productivité de nos utilisateurs, puisqu'ils peuvent créer des workflows d'appel le plus optimisés possible en fonction de chaque entreprise. Donc, si on prend Aircall en quelques chiffres, aujourd'hui, c'est plus de 800 employés à travers le monde. On a une forte croissance depuis quelques années, 60% de croissance en moyenne par an, ce qui nous a amené l'année dernière à avoir le statut de Centaure, qui est un peu plus haut que la licorne, avec un revenu annuel de 100 millions de dollars récurrents. On est présent dans 12 pays dans le monde, avec 6 bureaux de Sydney à New York, en passant par Paris et Madrid. Et voilà, et ce qui fait vraiment notre force aujourd'hui, c'est d'avoir plus de 100 intégrations et bien d'autres à venir. Du coup, on va prendre un peu quelques temps pour regarder les choix qu'on a pu faire dans la stack. L'idée, c'est de pas tout aller voir. Vous l'avez compris, on va se concentrer surtout sur la fin de la chaîne. Donc, en l'occurrence, Looker et la partie data visualisation. Mais parlons peut-être un peu de comment est-ce que ça a pu évoluer. Il faut savoir que l'équipe data chez Aircall, elle a vu le jour il y a à peu près 5 ans. Ils n'étaient pas beaucoup à l'époque. Et elle a grandi au même rythme que Aircall a pu grandir aussi. Et la stack, pareil. À la base, il y a eu une première problématique qui était d'être capable en fait, de faire des analytics sur ce qui se passait sur notre produit. Notre produit fonctionnait sous AWS. On a du coup mis en place un Redshift dédié en tant que data warehouse. Et à partir de là, on a eu beaucoup de problématiques d'ingestion de données. On a à l'époque mis du coup un partenariat avec Fivetran pour tout le côté ingestion. On aurait pu faire Airbyte si c'était à l'époque, qui font très très bien leur travail aussi. Et sans donner trop de détails, plus sur le côté transformation analytics, on est très vite parti vers DBT pour justement opérationnaliser un peu plus la mise en place des pipelines, surtout rendre aussi très indépendants nos data analysts. On a une architecture justement qui tourne énormément autour des data analysts
un peu moins côté data engineer, qui reviennent en fait à devenir un peu les coachs des data analysts, notamment sur le côté pipeline building. Finalement, en dehors du scheduler qu'on a pu mettre en place aussi avec Airflow pour nous assurer d'avoir toujours la donnée la plus fraîche dans nos différentes tables, on arrive très facilement vers la fin de la stack, notamment avec Looker, qui est notre manière à nous de ramener la data dans les mains de nos stakeholders. Du coup, partons un peu plus dans le concret. Qu'est-ce que c'est que Looker? Looker, c'est un outil de data visualisation basé dans le cloud. C'est une boîte qui a été rachetée par Google il y a quelques années pour beaucoup d'argent et qui typiquement fonctionne assez bien dans le sens où donc c'est un outil qu'on peut mettre assez facilement entre les mains de nos stakeholders avec une UI qui est très accessible, assez simple et qui permet justement de faire le pont entre le travail que font justement tous les data professionals, engineers, scientists, analystes, et les différentes parties prenantes qui auront besoin justement de consulter la donnée. Ils vont le faire à travers du coup différents éléments, en l'occurrence des dashboards, comme on peut le voir un peu sur l'écran. Il y a d'autres choses comme des explores dont on parlera un peu plus juste après. L'idée étant de trouver un outil qui est à la fois scalable dans sa gouvernance, mais également qui nous permet de s'assurer que nos stakeholders savent où trouver la donnée et comment l'architecturer. Je vais passer du coup assez rapidement sur 3 points que je trouvais importants à mentionner, notamment sur Looker et quels avantages ça peut présenter. Le premier, c'est le côté gouvernance. On ne parle pas ici de data gouvernance comme on peut beaucoup l'entendre, mais un peu plus de la gouvernance de la donnée qui va arriver justement sur notre outil de BI et à la fin de la journée, entre les mains de personnes qui ne sont pas forcément très data savvy ou même techniques. En l'occurrence, avec Looker, la data team va venir vraiment au centre de la gouvernance de la donnée. On va s'assurer de définir des rôles, des permissions de manière assez custom pour s'assurer que les bonnes personnes voient les bons jeux de données. Ça a des enjeux justement pour rendre encore plus démocratique, je dirais, l'accès à la donnée, mais de l'autre, s'assurer aussi que des données sensibles ne vont qu'aux personnes qui sont censées les regarder. Sur le côté technique, il y a une petite barrière à l'entrée, étant donné qu'il y a un langage de programmation propriétaire qui est le LookML. Pas de panique, il y a tous nos data analysts qui ont été capables de s'onboarder dessus et qui sont capables de développer dessus. Et l'avantage que ça représente par rapport à d'autres outils de BI, c'est que ça rend l'outil techniquement aussi performant et aussi d'une grande qualité en termes de code, à la fois par le fait qu'on est capable de versionner le code qu'on met directement sur Looker, mais aussi parce qu'on est capable d'y apporter aussi une structure de développement, notamment de la CI, du CD et un content validator, pour s'assurer que le langage, enfin en tout cas le code qu'on pousse directement sur Looker soit toujours d'une grande qualité en production. Deuxième point, côté metrics layer, là aussi un petit buzzword, mais concrètement ce qu'on fait, c'est que les data analysts, ou en tout cas l'équipe data de manière un peu plus large, est responsable de mettre en place et en tout cas de travailler avec les différentes parties prenantes sur un catalogue de métriques qui vont ensuite être mis à disposition de ces équipes opérationnelles pour les rendre de plus en plus autonomes autour de la donnée. Ça va se manifester de plusieurs manières. On va travailler sous différentes verticales avec nos équipes opérationnelles, avec nos product managers, pour définir ensemble des métriques qu'ils vont être capables d'utiliser ensuite sur différentes analyses qu'ils vont pouvoir faire. On en parlera un peu plus, mais c'est ce qui va les rendre du coup un peu plus, enfin en tout cas qui va rendre notre environnement Looker beaucoup plus self-service. Et ça nous amène du coup au troisième point, côté self-service de Looker, quelque chose qu'on n'a pas forcément pu trouver dans d'autres outils de BI comme Tableau encore ou Looker Data Studio, Google Data Studio, ça dépend comment ils l'appellent aujourd'hui. Mais concrètement, à travers Looker, on a pu faire un sacré pont entre nos différents outils, à la fois de warehousing, mais aussi avec DBT dans lequel on fait toutes nos transformations. On est capable de pousser nos jeux de données, directement les modèles depuis DBT, avec des métriques qui sont bien documentées, à la fois dans DBT directement, et on a une documentation qui tourne super bien avec, mais également d'éduquer aussi les différents stakeholders pour leur permettre d'aller chercher la donnée, de l'explorer, et là-dessus, Looker a un très bon outil pour faire cette partie exploration. Finalement, ce que ça représente pour une équipe data, c'est un peu de temps d'éducation, forcément, mais derrière, énormément de temps de gagner au fur et à mesure des mois pour justement laisser ces tâches, création de dashboard, changer quelques fields lorsqu'il y a quelque chose qui pète, de laisser à des équipes opérationnelles qui aujourd'hui sont complètement onboardées pour le faire et qui laissent le temps à nos data analysts, à nos data engineers de se concentrer sur des actions avec de la valeur ajoutée sur le temps. Parlons peut-être maintenant un peu plus côté Explore. Alors, sur la partie self-service dont parlait Mike, nous, ce qu'on fait en tant que data analyst, c'est qu'on met à disposition des équipes métiers des dashboards. Sur les dashboards, il y a plein de visualisations. Et après, c'est un peu à eux de, s'ils veulent, s'ils le souhaitent, aller plus en profondeur dans la donnée et aller faire des explorations un peu eux-mêmes pour faire des analyses plus en profondeur s'ils le veulent.
Et du coup, un explore, ça se trouve derrière les graphes qu'on voit. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est plusieurs tables qui sont liées entre elles. Donc, dans le jargon de Looker, ça s'appelle des views, mais c'est ni plus ni moins des tables DBT qui sont matérialisées sous forme d'une vue. Et en fait, à partir d'un petit bout de code en LookML, on arrive à joindre facilement ces tables pour en faire un explore. Et à partir de ça, donc comme on peut voir à gauche, les colonnes des tables sont jointes. Et du coup, on a plein de mesures et de dimensions avec lesquelles les différents stakeholders peuvent jouer avec et arriver à un certain nombre de visualisations. Ils peuvent également mettre autant de filtres qu'ils le souhaitent. Et ensuite, ils ont accès tout en bas à la donnée brute sous forme d'une table. Et enfin, ils peuvent faire toutes les sortes de visualisations qu'ils souhaitent, mises à disposition dans Looker. Chaque export a son propre URL, du coup, ce qui fait que c'est très simple de le partager au sein de l'entreprise, entre différentes équipes. C'est facilement retrouvable, on peut le réutiliser, et voilà, tout le monde est content. Et ce qui est super pratique pour nous, les data analystes, c'est que derrière les données brutes, il y a le code SQL, parce qu'en fait, c'est connecté directement à notre data warehouse. Et du coup, on a toute la base du code derrière. Donc, s'il y a la moindre question qui nous est posée, on sait directement où chercher, puisqu'on a toutes les queries SQL générées par Looker derrière la donnée brute. On allait vite, mais concluons. En gros, on a voulu surtout présenter quels étaient les atouts que pouvait représenter un outil de BI comme celui-ci en fin de chaîne dans une moderne data stack. Forcément, on montre tout le côté cool du décor, de quelle manière on est capable de mettre ça et de démocratiser la donnée dans toute la boîte. C'est des super promesses, mais forcément, ça vient à un certain coût et à certains challenges, notamment le côté barrière à l'entrée, à la fois donc, le côté analyste, encore une fois, rien d'insurmontable, mais il faut être capable du coup de s'onboarder sur le langage propriétaire et sur la manière de coder en rapport avec Looker et s'affranchir un peu de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et ensuite, sur le côté aussi empowerment, plutôt donner les clés en fait, de la voiture directement aux équipes qui vont passer plus de temps encore sur les visualisations, sur les analyses. Et là-dessus, on a dû passer un peu de temps, à la fois pour l'éducation, l'évangélisation, d'être capable justement au final d'avoir des gens qui sont complètement autonomes, qui n'ont pas forcément un background technique à la base, mais qui sont au final capables de faire des analyses, de joindre des tables et de créer directement des dashboards. On a mis en place aussi d'autres petits moyens, notamment des Slack channels, des différentes discussions dans lesquelles les gens peuvent contribuer. Et au final, chez Aircall, on a été capable de développer une vraie communauté de développeurs LookML, sans pour autant que ce soit des développeurs. Mais assez cool, parce que du coup, au final, les gens se répondent à leurs propres questions. On a un peu une sorte de Stack Overflow interne, ce qui rend la chose super pratique pour nous, data analystes. On n'a pas forcément besoin d'attendre à chaque fois pour pouvoir répondre. Deuxième point, et je pense que ça va toucher pour n'importe quel outil de BI ou en tout cas de data viz, ça va être le côté data quality. Étant donné qu'on est en bout de chaîne de la moderne data stack, en tout cas de la data stack, que la donnée elle va arriver directement entre les mains des gens qui vont prendre des décisions pour, il faut s'assurer qu'il y ait toujours une donnée de qualité et qui soit exacte. Et là-dessus, à vous de jouer les data professionals pour être capable de détecter les problèmes lorsqu'il y en aura et de les solutionner idéalement avant que les stakeholders le découvrent. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place pour solutionner ça. Typiquement, un outil de data observability. Chez nous, on a utilisé Monte Carlo, mais je sais que Sifflé aussi le fait très bien. Les choses vont se casser, ça c'est inévitable, et idéalement, on le sait le plus rapidement possible pour être capable de ne pas avoir de surprise. Un autre point, le côté data catalogue, là-dessus, d'avoir une metrics layer qui soit assez maîtrisée, en collaboration justement avec les équipes qui vont les utiliser, pour s'assurer que ce soit la bonne donnée qu'on regarde, avec une définition, on a aligné tout le monde, et qu'il n'y ait pas deux versions ou deux définitions d'un même KPI. Je donne un exemple. On a aligné tous nos acteurs au sein de la même pièce sur des données clés, sur des métriques clés comme les active users, typiquement, sur lesquels on s'assure toujours que ça corresponde au même nombre d'appels sur un certain moment et quelles sont les petites subtilités qu'on ne trouverait pas forcément juste sur le nom de la donnée. Dernier point, c'est le côté scalabilité. Looker, ça nous a un peu suivi sur les phases folles d'Aircall où on a recruté énormément de gens très vite. Et là-dessus, il faut s'assurer aussi de maîtriser un outil qu'on met directement entre les mains de n'importe qui dans la boîte, qu'on ne se retrouve pas avec des mois où il y a des milliers de dashboards, j'exagère un peu, mais tout ce qui est créé va devoir être maintenu. Et à ce niveau-là, il faut s'assurer qu'on ait toujours du coup de la donnée qui soit pertinente. Et pour ça, il faut mettre en place certains rituels. Chez nous, typiquement, chaque quarter, toutes les équipes remettent en question toutes les visualisations, les dashboards qui ont été produits, et on s'assure toujours qu'ils sont pertinents, et sinon, ça bouge, de sorte à faire un peu le ménage et s'assurer que ce soit toujours pertinent. Merci beaucoup du coup pour l'attention.
On a voulu vous présenter un peu ce qu'était que Looker et ce qu'on a pu en faire chez Aircall. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes. LookerML, c'est cool, mais il y a quand même pas mal de trucs à gérer, comme la mise en cache, la préchauffe le matin, etc. Si on veut pas que les dashboards mettent 1000 ans à sortir et des choses comme ça, et que nos queries coûtent pas non plus des fortunes. Vous dites que vous mettez LookerML, enfin vous mettez LookerML dans les mains d'à peu près tout le monde, enfin des gens formés. Comment vous les formez sur ces problématiques-là de mise en cache, qui sont quand même de l'optimisation et qui sont en amont vraiment de la partie analyse, plus engineering, on va dire. Merci beaucoup pour la question. Le problème de caching, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur certains types de dashboards, typiquement des dashboards très, très chargés. On essaye d'éviter ça justement en tout cas en poussant des guidelines que le moins ton dashboard est chargé, le mieux il va s'afficher. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément un problème de devoir charger typiquement des dashboards tôt le matin pour s'assurer qu'ils soient bons pour les reviews côté business. S'il y avait vraiment à le faire, on pourrait imaginer de mettre en place directement des mécanismes qui nous permettraient de le faire, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément un problème. Alors, une petite correction, le LookML, on ne le met pas forcément dans les mains de tout le monde. Il y a quand même une sacrée gouvernance. On a notre data engineer, justement, qui s'assure de la bonne cohérence, et même chaque data analyst est, en tout cas, mis en condition pour pouvoir gérer tout le côté LookML. On donne plus les clés pour tout ce qui est création de dashboard, création de visualisation et analyse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Il va loin celui-là. Yes, bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question sur les fonctionnalités de Looker. Est-ce que Looker vous propose une feedback loop, pardon, pour justement aussi traquer l'activité de vos users directement sur Looker et pour vérifier un peu que tout ce que vous produisez répond aux besoins de vos stakeholders? Voilà, merci. En fait, Looker, ils mettent à disposition des dashboards eux-mêmes pour nous permettre justement de voir si les dashboards sont utilisés ou pas. Du coup, quand on fait le ménage chaque quarter, on regarde ces dashboards et on essaie de voir si le dashboard n'a pas été vu depuis 6 mois. On estime que, en effet, il n'est pas utilisé, donc on peut l'enlever. Tu as un autre point et on le monitore beaucoup, notamment pour le côté adoption de Looker. C'est un peu notre produit, nous, en tant qu'équipe data, directement qu'on met entre les mains de nos clients, qui sont les clients internes. Et typiquement, tu as des métriques qu'on est capable de mettre en place, d'activité, d'usage. Et aujourd'hui, on est content de pouvoir voir que tu as à peu près 80% des utilisateurs éligibles, en tout cas, à regarder de la donnée dans Looker, qui regardent au moins une fois tous les mois. D'autres questions? Sinon, je crois que les gens ont faim et soif, Robin. Merci beaucoup pour votre attention. Ok, merci à toutes et à tous. On espère que ça vous a plu et surtout merci à tous les speakers. Et donc, je pense qu'effectivement, maintenant, on va pouvoir aller se sustenter, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, au plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup.